Bonjour à tutti. Je parle sous contrôle de mes deux interlocutrices. Et donc, je vais expliquer pour ma part la question épistémologique, comment je conçois une solution systématique et cohérente d'épicénisation de la langue, comme un outillage dont nous avons besoin pour penser dans l'essence sociale. Niki vous présentera la solution grammaticale qui, elle, a grandement contribué à construire, et Arc vous présentera les applications concrètes, ou la concrétisation. La bicatégorisation dont on a parlé hier, qui a eu son utilité pour définir le dispositif du genre comme étant en premier lieu une entreprise de catégorisation passant par le langage, est un concept qui personnellement ne me semble pas d'une très grande aide. Parce que ce que nous perdons de vue, ce que fait réellement la langue ordinaire avec les concepts d'hommes et de femmes. Notre langue fait bien plus que de créer une catégorisation binaire. Les mots femme, homme dans son sens banal, comme dit Colette Guillaumin, je laisserai aujourd'hui de côté la question de la généricité du masculin. Les concepts de femme et homme sont le produit d'une double bicatégorisation, d'une superfusion, comme j'ai décidé de l'appeler, qui range dans le même concept des caractéristiques qui n'appartiennent pas au même niveau de réalité. D'un côté, ici en vert, une bicatégorisation psychosociale qui exprime le résultat d'une différenciation imposée et apprise depuis le berceau, de grammaire vestimentaire, capillaire, gestuelle, comportementale, totalement arbitraire, auquel aucun individu ne peut dans nos sociétés contemporaines réellement se soustraire, sinon au prix d'être déshumanisé, humilié, ostracisé, violenté, voire tué. Et de l'autre côté, en rouge, une bicatégorisation biologique, reproductive, qui classe les organismes selon les deux types d'appareillage reproducteur développés le plus fréquemment par notre système ADN. Ces concepts de sens commun, parmi les plus redoutables que les cultures occidentales ont élaborés, répondent en tout point à ce que George Orwell appelle la novlangue dans son roman 1984. Le principe technique de la novlangue est non pas d'inventer de nouveaux mots, comme on l'imagine, mais de détruire des mots, de tailler le langage jusqu'à l'os, comme l'annonce un des protagonistes du roman. Et la novlangue consiste donc à appauvrir la langue en agglomérant des signifiants, et sa visée est de restreindre le champ de la pensée, et donc d'empêcher de penser, d'ensorceler l'entendement, comme dirait Wittgenstein. La confusion des niveaux de réalité que la novlangue cherche à produire est exactement le contraire de ce qu'essaye de faire toute pensée scientifique qui cherche à rendre compte du réel. Considérons bien ces définitions. La catégorisation masculin-féminin, produite par la différenciation sociale, donc ce qu'on a tout d'abord appelé le genre dans les années 90 en France, est arrimée bec et ongle à la catégorisation mâle-femelle, qui est première et fonctionne comme principe organisateur et comme ordre du monde, comme diraient les anthropologues. L'idée que la fonction de reproduction dispatche ces organes dans des organismes séparés, le gonochorisme en biologie, est le prétexte d'un ordre social qui cherche avant tout, avec cette idée qu'on est soit d'un sexe soit de l'autre, et jamais les deux, à imposer à ses membres de se différencier selon les valeurs ou des apparences masculines et féminines qui auraient en réalité toutes les raisons d'être partagées et absolument aucune d'être opposée, raison pour laquelle l'existence de personnes porteuses de variations du développement sexuel est intolérable dans nos sociétés. Il faut absolument opérer ces personnes, effacer ce contredit entre guillemets biologique, et absolument éviter que puisse émerger l'idée qu'élever des jeunes humains comme des filles et des garçons puisse être absurde, iatrogène, voire criminel. Être un homme ou une femme n'est pas un ressenti, c'est une réalité biologique objective, dit cet internaute.
sincèrement énervé après la diffusion du documentaire Ni fille ni garçon en 2021. Et voilà, vous avez là, c'est toujours à la catégorie mâle-femelle que les gens se raccrochent de manière systématique dans nos sociétés, comme étant le rempart de la réalité. Le sens commun en oublie une des distinctions de base de la langue, à savoir que réalité et catégorie se définissent bien par leur exclusion réciproque. Les catégories n'ayant de réalité que dans la pensée. Les Noirs, ce n'est pas parce que tout le monde peut les reconnaître, comme clame Éric Zemmour, que les Noirs existent. Et si la notion de catégorie ne posait pas un problème au sens commun, Tania de Montaigne n'aurait pas eu à écrire ce livre pour rappeler que non, les Noirs n'existent pas. De même, ce n'est pas parce qu'on peut reconnaître l'existence de deux formes bien spécifiques d'organes sexuels que les filles et les garçons existent. Seuls ces organes, seules les formules chromosomiques, seuls les taux variables de mélanine, les utérus, les seins permanents, la glabreté, les gonades, que sais-je, existent du point de vue de la pensée scientifique. Nous avons simplement accepté le fait que certains animaux sont appelés mâles et d'autres femelles, dit biologiste de l'évolution, Richard Dawkins, sans nous demander ce que ces mots voulaient réellement dire. Ce ne sont après tout que des mots, remarque-t-il. En tant que biologistes, nous avons toute latitude pour les laisser tomber. Et en effet, la biologie ne travaille pas sur des catégories qui se révèlent la plupart du temps des entraves à penser ce que le sens commun a pu définir. C'est aussi l'avis du sociologue Erving Goffman qui a fait une formidable remarque, un diamant d'épistémologie en 1977, remarque qui semble être passée inaperçue dans les sciences sociales. En tout cas, elle n'a pas eu vraiment d'effet dans nos textes, semble-t-il. On devrait, dit Goffman, réfléchir au sexe comme à une propriété des organismes et non comme à une classe d'organismes. On pourrait tout à fait imaginer de ne plus catégoriser les individus comme des sexes, mais de parler directement des organes comme on fait en botanique, quand un individu, comme cette tulipe, porte à la fois pistil et étamine. J'ai montré en 2016 dans un article, Mâle-femelle, qui s'appelle Mâle-femelle, que le fait de développer une partie de la fonction de reproduction dans un organisme est une autre partie dans une autre, le gonochorisme donc, ne justifie pas de catégoriser les individus par leurs organes. Aucune révolution n'aura lieu sans changement radical de l'idée qu'on se fait du réel, dit Judith Butler. Et un changement radical, en effet, je suis d'accord avec Butler, mais en même temps, un changement carrément simple. Il suffit ici de ne plus prendre des récits pour des lanternes ou des catégories pour la réalité. Il suffit parfois, comme disait Wittgenstein, de changer les modes d'expression pour faire disparaître les problèmes qui sont intimement liés à un mode d'expression. Ce changement peut paraître ridicule, être son sexe ou avoir un sexe, c'est la même chose. Et c'est bien là qu'il faut signaler au sens mot commun que non, il ne peut pas appeler la science à la rescousse pour justifier que les catégories sont la réalité. La langue française ne permet pas de parler d'un individu autrement qu'au féminin ou au masculin, clin d'œil à Cynthia, et à Sarita Guillot. Alors ce n'est pas le cas de toutes les langues dans le monde, et Arc, ici présent, pourrait vous en parler parce qu'elle est spécialiste des langues où on ne marque pas son sexe à chaque détour de phrase. Le problème de la langue française est qu'elle nous oblige, comme aurait dit Barthes, non seulement à décrire le monde avec des concepts inadéquats et toujours susceptibles de dire ou de signifier autre chose que qu'on voudrait leur faire dire, mais à le dire à l'aide d'une grammaire qui rend la mise à distance avec ces catégories pratiquement impossible. Les outils du maître ne peuvent pas servir à déconstruire la maison du maître, prévient Audre Lorde dans une conférence fameuse tenue en 1979. Ce qu'elle veut dire en s'adressant aux féministes, c'est que ce n'est pas avec les catégories qui ont servi à asseoir une oppression qu'on peut lutter et espérer venir à bout de l'oppression. Cette phrase peut aussi s'appliquer à l'épistémologie des sciences sociales. On ne peut pas tenter de rendre compte d'un ordre social en prenant comme outil d'analyse les catégories qui justifient et font tenir cet ordre social dans l'imaginaire. Pierre Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu, n'a cessé de le dire
et en a même fait la condition de toute analyse sociologique qui ne se confond pas avec une contemplation par elle-même de la pensée commune. Nous devons rompre avec les catégories communes si nous voulons en rendre compte de la réalité sociologique. C'est la condition même de produire une pensée scientifique en sociologie digne de ce nom, et cela rejoint l'idée de Goffman qu'il faut cesser de penser les organismes comme des sexes. C'est exactement le programme conçu par Monique Wittig dans les années 80. La catégorie de sexe, dit-elle, possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons penser en dehors d'elle. Nous devons commencer à penser en dehors d'elle si nous voulons commencer à penser vraiment. Grâce à l'abolition de l'esclavage, la déclaration de la couleur, ajoute-t-elle, est maintenant considérée comme une discrimination. Mais ceci n'est pas vrai pour la déclaration de sexe que même les femmes n'ont pas rêvé d'abolir. Et dit-elle, je dis, qu'attend-on pour le faire ? S'il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis que Wittig a écrit ces mots et qu'énormément de travail sur le langage a été accompli, peu de personnes dans les sciences sociales ont pointé la question, à ma connaissance personne ne l'a fait, que non seulement la catégorie de sexe, mais sa grammaticalisation, comme disait Wittig, constitue un des obstacles épistémologiques les plus conséquents à l'exercice de la pensée scientifique. Il nous faut donc construire une grammaire qui fonctionne comme un outil cohérent de rupture épistémologique. Aujourd'hui, Alfred Ratz, qui enseigne en linguistique à l'Université de Paris, et David Borde, qui se présente dans ce livre comme épicier, ont proposé diverses solutions grammaticalisées et ont inventé des désinences alternatives aux formes féminines et masculines en usage concernant la dénomination des personnes. Alfred Ratz et Davy parlent de la création d'un genre grammatical neutre ou universaliste qui consiste à débinariser la langue sur le modèle du pronom « il » que nous employons donc, adopté l'année dernière par le petit Robert. En conservant leur solution comme modèle théorique, nous proposons aujourd'hui d'imaginer une catégorie qui autorise à penser hors de la catégorie de sexe et que nous appelons hors sexe ou épicène, épicène qualifiant aujourd'hui les mots qui n'ont qu'une forme et ne se déclinent jamais selon des formes féminines ou masculines, tel je et tu. Et pour la proposition grammaticale, je laisse la parole à Annie. Merci Chrissy, bonjour à tutti. Donc je vais vous présenter cette solution grammaticale que nous avons imaginée, cette solution concrète de ce projet d'épicénisation qui va consister à produire des formes donc, qui ne marquent pas le sexe des personnes. Donc ces formes, on les appelle donc, soit épicènes ou hors sexe, c'est synonyme. Et ça pour toutes les catégories de mots qui sont susceptibles de marquer le sexe en français. Donc il y a deux grandes opérations. D'une part, il faut trouver des formes épicènes ou hors sexe pour les noms de personnes, et d'autre part, il va falloir trouver des formes donc hors sexe pour tous les éléments satellites de ces noms de personnes en fait qui vont marquer le sexe par le jeu de l'accord grammatical. Donc, on va commencer par regarder un petit rappel sur la morphologie du français. Donc si on considère les substantifs qui désignent des personnes se présentent presque toujours comme des couples de mots, donc il y a l'un féminin, l'autre masculin, avec trois solutions. La première solution, c'est qu'on a des mots qui sont identiques, donc dont la forme est épicène, par exemple, on peut dire une ou un scénariste. Le deuxième cas, c'est que ces deux mots diffèrent par leur désinence, on dit une musicienne versus un musicien. Et le troisième cas, c'est que ces mots diffèrent par leur radical, on parle d'une mère et d'un père. Alors pour les pronoms, les éléments satellites, donc pronoms, déterminants, adjectifs, etc., de la même façon, on a soit des formes épicènes, donc je et tu par exemple ne marquent pas le sexe, soit des formes différentes au féminin et au masculin. Donc si on veut cesser de marquer le sexe en français, eh ben, on va bien sûr pouvoir se servir... Alors, le pointeur est là. On va bien sûr pouvoir se servir des formes épicènes natives qui existent en français standard, donc parler de scénariste et puis utiliser bien sûr toutes ces formes d'adjectifs, de pronoms, etc. Mais il est clair qu'il va falloir inventer, produire de nouvelles formes parce que ça ne suffit pas dans tous les cas. Donc, d'un côté,
comme je disais, on va créer des nouvelles formes à la fois pour les noms, qui vont désigner des personnes sans référence à leur sexe, et puis des nouvelles formes d'accords. Et c'est pour ça qu'on considère qu'on crée vraiment techniquement un nouveau genre grammatical, parce que l'ensemble des dénominations de personnes qui ne marquent pas le sexe, en fait, elles vont s'accorder avec un certain type, enfin, on va avoir des marques d'accord spécifiques pour ces dénominations de personnes, et donc ça crée de facto une nouvelle catégorie grammaticale, un nouveau genre grammatical. Ah oui, et donc, juste pour dire que dans le cadre un petit peu limité de cette présentation, on va parler de notre solution, donc la solution que nous avons imaginée, la solution en I, qui en fait s'applique essentiellement à des mots dont les formes au féminin et au masculin diffèrent au niveau de la désinence. Donc ça correspond à la fois aux substantifs et puis à ces éléments satellites, mais je ne vais pas parler tout de suite de ces autres mots qui ont des radicaux différents. On pourra en parler en discussion si vous voulez, on a des diapositives supplémentaires. Alors, concrètement, d'où est venue cette idée d'une nouvelle proposition, parce que comme Priscille a dit, nous ne sommes pas les premiers riz. Comme Pris l'a dit, nous ne sommes pas les premiers riz à avoir l'idée d'un nouveau genre grammatical, mais Alferat et Davy Bord, en fait, ont imaginé des solutions qui ont un certain nombre de limites sur lesquelles on pourra revenir, qui sont d'abord, c'est des solutions qui sont en général incomplètes, qui ne marchent pas à la fois à l'oral et à l'écrit, ou alors qui sont assez complexes. Bon, donc d'où notre proposition de solution en I, donc dont l'idée est venue en fait de la considération d'autres langues romanes que le français. Et dans ces autres langues, comme l'espagnol par exemple, les genres grammaticaux sont souvent marqués par la variation de la voyelle finale. Donc, en espagnol, on va contraster la phrase Esta chica es hermosa, cette fille est belle, dans laquelle, en fait, le mot chica, le genre féminin du mot chica, est marqué au niveau du déterminant et au niveau de l'adjectif par un A. Et on peut contraster cette forme avec l'expression Este chico es hermoso, donc ce garçon est beau. Et là, on voit que le genre masculin de chico est marqué par le E de este et par le O de hermoso. Alors, donc on a cette alternance A-O par exemple en espagnol, souvent en espagnol. Alors, de la même manière, en français, on a aussi une alternance à la finale des mots pour les formes au féminin et au masculin. Alors, c'est pas vraiment une alternance, il n'y a pas deux voyelles qui sont en vis-à-vis, parce qu'en fait, l'évolution phonétique du français a fait que, dans le cas des noms, des formes au masculin, on a abouti à un morphème nul, un morphème 0. Donc, on peut dire 0, voilà. Et donc, en fait, en français, on n'a pas une alternance vocalique, on a une alternance avec entre une voyelle, qui est le E pour le féminin, et donc ce morphème nul. Donc, c'est voilà, quelque chose de classique. On peut décrire les formes, en général, les formes au féminin comme base lexicale plus E, comme dans contente, tandis que les formes au masculin peuvent être écrites comme base lexicale plus donc ce morphème nul. Et à ces deux formes, on propose d'ajouter une troisième, qui est une forme hors sexe, et c'est une base lexicale plus I, qui nous donne en l'occurrence contenti. Et de manière très simple, pour le pluriel, on ajoute simplement un S aux formes hors sexe, comme à celle du féminin et en général celle du masculin. Et donc ça nous donne contenti au pluriel. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir produire comme ça, de manière assez systématique, toutes les formes hors sexe dont on a besoin. Donc on commence à partir du féminin et du masculin. Donc si on commence par un mot très simple, donc l'article indéfini, au féminin on a une, au masculin on a un, et en hors sexe on a uni. Donc un exemple, uni, voisini, tranquille, ce qui nous permet de remplacer avantageusement une ou un, voisine ou voisin, tranquille.
Voilà. Donc ici vous voyez la forme tranquille qui est une forme épicène du français standard, qu'on conserve évidemment, enfin qui correspond également à la forme hors sexe. De la même manière, si on part du féminin certaine, masculin certain, hors sexe certini, donc certini participanti furent enchantéi. Et donc là vous voyez le participe passé qui va s'accorder comme un adjectif avec is à la fin. Au féminin française, au féminin français va correspondre le hors-sexe francaisie, avec une formule qu'on peut désormais recommander à tous les huménis politiques. Francaisie, je vous ai compris. Alors des petites, voilà, des choses qui sortent un petit peu du schéma avec simplement l'alternance vocalique, l'alternance et puis morphème zéro. C'est quand quelquefois on a des alternances vocaliques, par exemple la, le, pour l'article défini, et là on va prendre la forme hors sexe li, voilà, li doctoranti, était confianti, etc. Et de la même manière pour les déterminants possessifs, on a mon, ma, mon, et on va prendre la forme hors sexe mi, donc mi collègue est uni véritable ami, et vous pouvez voir que de temps en temps ça va entraîner un double i final pour différencier cette forme de la forme du masculin. Alors une petite subtilité, c'est que cette schématisation donc base lexicale plus soit un e, soit un morphème zéro, en fait dans quelques cas c'est un petit peu approximatif parce que la base lexicale des formes au féminin et au masculin est différente. Donc typiquement, alors ça j'ai pris les cas les plus extrêmes, mais effectivement quand on voit belle et beau, on peut se dire, ok, on peut dériver une forme hors sexe, soit belli, soit boi. Bon, il y a quelques cas extrêmes comme ça, mais par exemple, voilà, si on a bonne versus bon, soit on fait boni avec deux n, soit boni avec un seul n, etc. Et si on considère un petit peu l'ensemble des formes des adjectifs français, enfin du français, donc je vous passe les détails, mais on peut y revenir. Il se trouve que la forme hors sexe qu'on va recommander préférentiellement, c'est celle qu'on va former sur la base lexicale du féminin. Donc, en l'occurrence, par exemple, avec un féminin belle et un masculin beau, on va plutôt recommander belli que boi, parce que ça nous semble assurer une plus grande lisibilité et une meilleure cohérence avec les formes du masculin et du féminin. Donc, voilà, donc par exemple, quand on a musicienne et musicien, on va faire musicienni avec deux n. Pour le pronom démonstratif celle au féminin, celui au masculin, on va prendre celi. Par exemple, donc celi qui sont prêtis peuvent partir. Pour laquelle versus lequel, on aura likeli, hein, on supprime la marque, donc dans ce mot il y a deux marques de genre, hein, au niveau de le là et en finale. Voilà. Alors le seul cas pour lequel on considère les formes, les bases lexicales du féminin et du masculin comme à peu près équivalentes, c'est pour les alternances tristeur. Donc typiquement, par exemple, on parle d'une actrice, un acteur, et ben on pourra parler soit de uni-acterie, soit de uni-actrici. En fait, dans ce cas, il n'y a pas d'argument fort pour préférer une forme à l'autre en termes de cohérence ou d'économie. Alors, je finis avec les pronoms personnels de la troisième personne. Donc, au cas sujet, au féminin on a elle, au masculin on a il. Si on suit donc cette règle préférentielle de dire pour former une forme, produire une forme hors sexe, on prend la forme au féminin, on enlève la voyelle finale et on que ce soit un e ou un a, et on la remplace par un i. Donc ça nous donnerait, on partirait de elle et on obtiendrait Ellie, bon, qui est tout à fait possible. Alors il se trouve que, comme Pris l'a signalé, Yel est un pronom qui maintenant est quand même qui est épicène, qui est vraiment assez diffusé, qui est entré dans le dictionnaire, dans le Robert. Donc en l'état actuel, on propose plutôt de privilégier cette forme qui a déjà beaucoup diffusé. Et voilà, par contre, pour l'alternance la, le, on reprend li. Et voilà. Et
Donc voilà pour un rapide exposé du fonctionnement de cette solution en I, de cette nouvelle catégorie grammaticale. Et donc maintenant je vais laisser Arc. Donc une question importante évidemment, c'est que notre rêve le plus cher, c'est que des personnes se saisissent de ces formes et puis les fassent évoluer. Et enfin, se saisissent de ce système, et pour cela, il faut évidemment les capacités, la facilité d'acquisition et d'usage de ces formes, c'est primordial, et donc ça c'est quelque chose qu'on a essayé d'estimer avec un test en ligne que va maintenant vous présenter Arc. Voilà, donc, comme Mickey vient de le dire, après avoir justifié, après avoir motivé pourquoi on voulait un système compact qui était utilisable à l'écrit comme à l'oral, par exemple, et après avoir expliqué en quoi consistait le système, ce qui devient important, c'est un petit peu qu'est-ce que ça donne en pratique. Alors, je pense que c'est un peu la question que tout le monde a dans la tête en ce moment, on l'a eu aussi. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de l'estimer à plusieurs niveaux. Donc tout d'abord, une chose qui est assez directe, c'est si on veut l'appliquer sur le français actuel, combien de mots, par exemple, on va devoir changer dans un texte? Est-ce que ça va devenir un calvaire ou est-ce que ça va être quelque chose qui est en fait assez rapide? Alors je vous donne 3 exemples ici. Tout d'abord, quelque chose d'assez direct où beaucoup d'entreprises travaillent, par exemple, en ce moment, c'est sur la détection dans les offres d'emploi. Est-ce qu'une offre d'emploi, par exemple, de directory est biaisée sur des humains mâles ou femelles? Donc, par exemple, ici, j'ai pris une offre d'emploi qu'on retrouve très typiquement souvent sur les sites du CNRS, par exemple. Donc, fiche de poste pour le recrutement d'un ingénieur. Donc, ici, j'ai mis en gras les mots qui peuvent être biaisés vers un des deux sexes. Donc, si je prends une offre d'emploi typique comme ça, sur environ 700 mots à peu près, on en a 11 à changer. Donc, ça vous donne 1,5%. Donc, voilà, c'est quand même pas la mer à boire. Donc, si vous imaginez que vous avez un site web à changer, c'est pas énorme non plus. Si on prend quelque chose d'un peu plus formel, donc Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 que vous pouvez trouver en ligne, ce qu'on va voir sur un texte d'environ 800 mots, là on en a 51 à changer. Alors tout de suite on voit que c'est quand même 5 fois plus. La raison, je vous l'ai dit très rapidement, c'est parce que en fait c'est ces deux mots-là qu'il faut changer quasiment tout le temps dans tous les textes de la déclaration. Donc en fait, c'est un pourcentage plus élevé, mais ça s'explique de manière assez directe. Je vais prendre un troisième exemple que certains d'entre nous connaissent. C'est pour cette conférence, par exemple, nous avons eu à signer un contrat de cession de droits d'auteur pour la diffusion des vidéos après. Et donc je me suis dit, on s'est dit que c'était un très bon exemple justement. Et pareil, donc vous voyez, dans un texte d'à peu près 800 mots, on a 35 mots à changer, donc 4%. Donc c'est pas énorme non plus, et pareil ici en fait c'est un peu comme des textes officiels, la plupart des mots à changer c'est toujours l'auteur et le cessionnaire, parce que ces deux mots sont répétés dans le texte, pas pour dire l'auteur accepte de, etc., le cessionnaire s'engage à, etc., etc. Donc en vrai, si vous voulez voir la distribution dans un texte entre guillemets, on va dire plutôt courant, c'est à peu près 2%. C'est ce que je vous dirais. Si c'est des textes officiels, on va tourner peut-être à 5%. Donc c'est quand même pas énorme. Ensuite, si dans les textes, on n'a pas tellement de mots à changer, la deuxième question, c'est est-ce que c'est facile à apprendre? Le système, il se résume en une phrase. C'est on change le E du féminin en I. Si je le résume en une phrase, je pense que c'est ça. Donc ce qu'on a fait, pour voir si vraiment les gens arrivaient à apprendre ce système assez facilement, c'est on a fait des tests en ligne. Donc, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Psychopal, donc c'est utilisé en psycholinguistique, c'est une plateforme open source qui est écrite en Python. Ce que vous faites typiquement, c'est que vous pouvez faire un test psycholinguistique, donc vous avez des gens se connectent à ce lien-là, on vous l'enverra si vous voulez faire des petits tests après, et les gens se connectent, vous avez des écrans, votre écran va afficher des explications, donc ce qu'on a fait en abrégé, c'est les gens voient en quoi consiste le test. On dit voilà, on va vous expliquer un nouveau système en quelques diapos. Donc les gens cliquent quand ils ont lu le contenu de la diapo. Et après on a une série de tests où on montre aux gens une phrase et on leur demande de changer la phrase en hors sexe. Donc par exemple, imaginez sur l'écran vous avez la phrase un candidat est venu à l'entretien. Et vous devez la changer en hors sexe, qui donnerait uni candidati est venu I à l'entretien.
et la personne rentre le texte en tapant. Alors, pour le temps, je ne sais pas si je fais la démo maintenant, on peut peut-être la faire pendant la question. Ok. Donc, si on a le temps pendant la question, le lien marche, donc je pourrais entrer directement, vous montrer à quoi ça ressemble, mais de base, c'est ça. Vous avez des explications qui passent en 5 minutes, et après, vous avez, les gens peuvent rentrer le texte qu'ils veulent. Et on a testé ça pour l'instant sur 30 participants pour voir justement, après environ 5 minutes d'entraînement, est-ce que les gens arrivent à comprendre en quoi consiste le système, ou est-ce que c'est un fiasco total, les gens se trompent, ça marche pas. Alors, les résultats, alors préliminaires, hein, attention. Donc en tout, nous avons eu 28 participants et donc chaque participant avait 32 phrases à changer. Et donc ça vous donnait un total de à peu près 6100 mots en tout. C'est-à-dire, là, on compte tous les mots de la phrase. Un candidat est venu à l'entretien, un candidat est venu à l'entretien, ça vous fait 6. Dans tous ces mots, environ 90% étaient exacts. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on prend la phrase « Unique candidat est venu I à l'entretien », on compte combien de mots sont exactement identiques entre la réponse dit participant et ce qu'on attend. Donc par exemple, si la personne a écrit « Un candidat est venu I à l'entretien », il y a juste tous les mots sont comme on le voudrait, sauf un qui devrait être uni. Donc là, on a une erreur de un mot sur la totalité. Dans ces 6100 mots, on compte aussi les mots qui n'auraient pas dû être changés. Parce qu'aussi, on veut pas que... si les gens changent où il faut, c'est important, mais il faut aussi compter est-ce que les gens changent où il ne faut pas. Parce que là, ce serait des erreurs. En tout, dans ces 6000 mots à peu près, on en a en 2800 qui auraient dû être changés, comme uni, candidati, venu i, etc. Et dans ces mots qui auraient dû être modifiés, on a 80% qui sont exacts. Ça veut dire que, bon, en 5 minutes, quand même, apparemment, le système s'apprend assez facilement. On a 3 types d'erreurs en général. Le premier, c'est un mot aurait dû être changé, mais il n'a pas été changé, comme 7 aurait dû être changé à seti, mais les gens ne l'ont pas fait. Ou un mot aurait dû être changé, mais le changement n'est pas le bon, comme musicien qui change à musicieni au lieu de musicieni avec 2 N. Donc ça aussi, on compte en erreur, alors que quand même, ça montre que les gens ont à peu près compris comment le système marche. Et troisièmement, c'est un mot n'aurait pas dû être changé, mais il a été changé, comme, ça arrive très souvent, c'est par exemple un mot comme collègue, qui est déjà épicène, que les gens surgénéralisent et changent en collègue. Donc, est-ce que c'est une vraie erreur? Bon, pour l'instant, on compte en erreur, mais on voit quand même que les gens ont compris comment ça marche. Pour voir un petit peu ce que ça donne par participanti, donc vous avez, sur les graphes qui suivent, vous allez tout le temps avoir sur l'axe Y le taux d'exactitude, c'est-à-dire sur 100% des mots, combien ont été changés correctement. Ici, vous avez les participanti et leur taux d'exactitude. Ça, l'idée générale, c'est de montrer que dans le pire des cas, l'e-participanti a quand même plus de 60% de taux d'exactitude, de taux de succès global. Ça veut dire que dans le pire des cas, même si on a quand même un assez bon taux de réussite, si on compare sur tout ce qui peut être changé au total. Ensuite, si on regarde par différentes catégories grammaticales, donc en rouge d'abord, vous avez en rouge et en bleu. En rouge, vous avez ce qui s'accorde en genre, ce qui s'accorde en masculin et féminin en français. Donc vous avez par exemple un, une, le, la, etc. Donc vous avez déterminant, nom, adjectif, pronom. Et en bleu, vous avez ce qui ne s'accorde pas. Donc par exemple les adverbes, etc. En clair, vous avez ce que les gens ont vu dans la phase d'apprentissage. Donc dans la phase d'apprentissage, on leur a aussi demandé d'écrire du texte. Et donc on leur dit, vous avez la phrase, et essayez de retranscrire, et on leur donne la bonne réponse après pour que les participants puissent voir si elles se sont trompées ou pas. Et en rouge, vous avez la partie de test où les gens voient une phrase à modifier et mettent leur version, mais n'ont pas la bonne réponse après. Donc, ce qu'on voit typiquement, ce qu'il faut voir dans ce graphe-ci, c'est que d'abord, à l'apprentissage, le taux de succès, le taux d'exactitude est déjà quand même pas mal, c'est en général 80%. Et après l'apprentissage, quand on passe au test, on a effectivement un progrès. C'est-à-dire que en exposition directe, les gens à peu près se trompent seulement 20% des cas, et après, bien sûr, ça remonte quand les gens ont compris comment le système fonctionne. Donc ça s'apprend assez facilement.
et quelle que soit la catégorie. Ça peut être dans les pronoms, les noms, etc. Les gens ont une performance assez similaire. L'idée, en fait, il y a 2 messages à retenir. Un, c'est que les gens l'apprennent assez vite. Donc, quand on leur montre des exemples, bon, les gens se trompent un petit peu, mais après, quand les gens comprennent assez vite comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on voit que le taux d'exactitude monte, en fait. Et la deuxième chose à retenir, c'est que ça marche à travers différentes catégories grammaticales. Ça peut être nom, adjectif, pronom, etc. On ne voit pas une catégorie où les gens auraient, par exemple, un taux d'exactitude très faible comparé aux autres. C'est ça l'idée principale. Bon, pour finir avec quelques diapos un peu plus, je ne vais pas dire humoristiques, mais préliminaires, c'est quand les gens font le test en ligne, on peut leur demander de donner quelques métadonnées aussi. Alors, par exemple, on a pris l'âge ici, parce que certaines personnes nous avaient suggéré justement que l'âge pourrait être un facteur, et bon, ce qu'on voit manifestement, c'est que, alors, un point ici représente uniparticipanti, l'axe horizontal représente l'âge, et pareil, en vertical, nous avons le taux d'exactitude. Et ce qu'on voit, l'idée, c'était de voir si une certaine tranche d'âge avait un taux d'exactitude plus faible que les autres. Et manifestement, c'est pas ce qu'on voit, c'est que tout le monde reste à peu près au même taux d'exactitude. Et ce que vous voyez, c'est toujours intéressant, c'est qu'on a quand même très peu de gens qui sont en dessous de la barre des 60%. Dans la plupart des cas, les gens comprennent assez bien et se trompent seulement 20% des cas. Alors ça, c'est un peu humoristique par contre. C'est quand on demande aux gens de remplir, pour l'instant on ne leur a pas demandé trop de métadonnées, mais ce qu'on peut avoir, c'est est-ce que la personne est sur un ordinateur Windows, Linux ou Mac. Alors, c'est ce que j'ai pris un peu comme proxy de différents groupes de personnes qu'on peut avoir, et pour voir si par exemple les gens qui ont l'habitude d'être sur Linux se trompent plus souvent que les autres ou pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence quand même selon selon le profil d'utilisateur, on va dire. D'utilisateur, pardon. Oui. Voilà. Et pour finir, du coup, dernière diapo, c'est donc on a présenté le côté pratique, combien de mots il faudrait changer, est-ce que les gens donc pas beaucoup, à peu près ça tourne entre 2 et 4% dans un texte. Ça s'apprend relativement facilement, puisque en 5 minutes, les gens apprennent à changer un texte et ont des taux corrects à 80% en général, et si on leur donne plus de temps, ça s'améliore encore. Le dernier verrou auquel on a pensé à débloquer, c'était, imaginez maintenant que vous avez un site web, parce que ça c'est une question qu'on a souvent, j'ai un site web de labo, j'ai des textes, alors si je dois quand même repasser manuellement, changer 3000 pages, c'est un petit peu compliqué. Donc on a commencé à développer et on va normalement le déployer avec Ortholang, qui est hébergé par le laboratoire ATILF du CNRS. Donc c'est une structure qui est un peu comme Humanum en fait, qui va nous permettre de déployer un site web avec ce qu'on a nommé un translateur automatique. Alors qu'est-ce que c'est ? En très bref, c'est un peu comme un Google Traduction, c'est-à-dire que là j'ai mis une prise d'écran de ce que ça donnerait dans la version qui est en cours de développement, mais tout bêtement, vous avez un texte que vous mettez en français actuel, on va dire, une candidate est venue à l'entretien, vous cliquez sur traduction et ça vous sort le texte traduit, Uni candidati est venue à l'entretien. Donc ça c'est ce qu'on est en train de développer. Bon, ça marche, pour l'instant on a fait je pourrais donner des détails sur comment il fonctionne, mais pour l'instant donc on a déjà une version qui, pareil, a quand même encore des petites erreurs, mais qui fonctionne. Si vous avez un texte, vous le mettez, vous avez la version hors texte qui ressort. Et je pense qu'on est dans les temps, donc on va s'arrêter là. Pareil, on a d'autres choses, des informations supplémentaires, mais c'est bien de passer aux questions. Merci beaucoup.